Elle était sans nouvelles depuis 2 jours. Il avait un retard mental et un trouble du langage. J'étais donc inquiète que quelqu'un ait pu profiter de sa vulnérabilité. Il est en danger et il est tout seul. Oui, c'est fait. D'accord. Comment c'était possible? Et comment j'allais l'annoncer à sa famille? Christopher Gray est un jeune homme de 25 ans. Ce lundi 6 octobre 2008, il s'apprête à aller travailler. Hé Chris, tu es prêt? Avant tout, Christopher était mon ami, mais j'étais aussi sa curatrice. T'as vu ma casquette? Je l'ai connu ado et on s'est liés d'amitié. Je l'aidais dans ses démarches. Il avait un retard mental et un trouble du langage. Il avait donc besoin de soutien dans sa vie quotidienne. Très bien. Ses parents étaient divorcés. Chris a grandi dans les 2 foyers parentaux, mais pendant son enfance, il a surtout vécu chez son père. Quand il a atteint sa majorité, il n'a plus voulu vivre chez sa mère ou chez son père et a immédiatement souhaité emménager chez moi. Ça s'est fait naturellement. Je pense que Chris se considérait comme mon fils. Il faisait partie de la famille. Il aimait bien faire la fête. Il avait des amis qui l'invitaient chez eux. C'était un gamin de 25 ans, normal, avec un cœur d'or. Il était toujours prêt à rendre service. À cette époque, il travaillait chez Walmart. C'était surtout le côté social de ce travail qui lui plaisait. Mais il avait d'autres ambitions. Il voulait être infirmier et aider les autres. Au revoir, maman. Il voulait se marier et avoir des enfants. C'était son rêve. Il me disait souvent, « Je sais que tu seras une super grand-mère pour mes bébés. » Et je lui répondais, « Non, non, c'est trop tôt, attends un peu. » Ce soir-là, il m'a appelé vers 18 heures. « Salut Chris !» Il voulait me dire qu'il allait chez un ami. « D'accord, amuse-toi bien. » Il a ajouté, « Si je ne rentre pas cette nuit, ne t'inquiète pas. Je passerai demain avant ou après le travail. Je t'aime aussi. » D'accord. Bonne soirée. Il n'est pas rentré le lendemain dans la journée et ça ne m'a pas inquiétée. Mais le soir, quand il n'est pas revenu après son service, j'ai su qu'il s'était passé quelque chose d'anormal. Ce n'était pas dans ses habitudes. Il ne découchait pas sans me prévenir. J'ai donc essayé de l'appeler sur son portable, mais je suis tombée directement sur la boîte vocale. « Chris, tu es où ?» Je lui ai donc laissé quelques messages assez secs pour lui demander où il était et ce qui se passait. Rappelle-moi, s'il te plaît. J'ai mal dormi, car je savais qu'il s'était passé quelque chose. Le jour suivant, mon mari s'est levé vers 5 heures du matin pour aller travailler. Je lui ai demandé si Chris était là. Aucune trace de lui? Il m'a dit non. Chris m'avait parlé de copains avec qui il faisait de temps en temps le trajet pour aller travailler. Je suis donc allée frapper à leur porte. « Bonjour, vous avez vu Chris ?» Ils m'ont dit non. Chris n'est pas venu travailler. Je leur ai demandé quand ils l'avaient vu pour la dernière fois.
Ils ont répondu lundi. Je leur ai demandé s'ils l'avaient accompagné quelque part. Ils m'ont dit que non, que Chris était parti avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Merci. Je suis rentrée immédiatement et j'ai appelé la police. Police du Vermont, inspecteur Potter. Elle semblait très angoissée au téléphone. Elle m'a dit qu'elle avait la curatelle de Christopher Gray et qu'elle était sans nouvelles de lui depuis 2 jours. Elle a précisé qu'il avait un retard mental. D'accord, Annie, calmez-vous, on va tout reprendre depuis le début. Je lui ai d'abord posé les questions d'usage. Comment était-il habillé quand elle l'avait vu pour la dernière fois? Quelqu'un l'avait-il vu avant sa disparition? Si oui, où et à quel moment? Est-ce qu'elle avait déjà contacté des gens? J'avais besoin d'informations fiables en lien avec Christopher pour lancer l'avis de recherche. À quelle heure il a terminé son service? D'accord, je m'en occupe tout de suite. J'ai commencé par informer le NCIC. Bonjour, c'est pour un avis de recherche. Pour que la disparition de Christopher soit enregistrée dans le fichier national des personnes disparues. Ensuite, j'ai contacté le centre de renseignement pour qu'ils analysent son téléphone. J'ai donc appris que son portable a été éteint le 6 octobre. Le fait qu'il n'y ait eu aucune activité sur son téléphone depuis 2 jours et que personne ne l'avait vu était très inquiétant. Bien, merci. La prochaine étape a été de rassembler les informations obtenues, puis de se rendre là où il avait été vu pour la dernière fois, c'est-à-dire au supermarché Walmart de Woodville dans le New Hampshire. Quand je suis arrivé sur place, j'ai rencontré Chad Bogatz. Bonjour, je suis l'inspecteur Potter. C'était le directeur du magasin à l'époque. Il m'a dit que Chris était venu travailler le 6 octobre et qu'il le connaissait bien. Je peux voir les images de la caméra de surveillance? Le directeur s'inquiétait aussi du fait qu'il ne soit pas revenu depuis son dernier service 2 jours plus tôt. Le supermarché Walmart était tout neuf. Et ils avaient un très bon système de sécurité avec des caméras à l'intérieur et à l'extérieur du magasin. On a visionné la journée du 6 octobre, en particulier la période après son service. Le timecode sur la vidéo indiquait 23h30. L'une des caméras qui était à l'intérieur était focalisée sur l'entrée principale du Walmart. Revenez en arrière. D'accord, figez l'image. Zoomez. C'est Chris? Il portait un pantalon clair et des sneakers. On distinguait un badge épinglé sur la poche gauche au niveau de sa poitrine. Grâce à ces informations et au témoignage de M. Bogarts, qui visionnait les images avec moi, on a clairement pu identifier Christopher à l'intérieur du supermarché. Continuez. Sur la vidéo, on voyait que Chris cherchait quelqu'un à l'extérieur, comme s'il avait un rendez-vous ou qu'une voiture devait venir le prendre. Mais il est revenu dans le magasin. Pourquoi il revient? Continuez. D'accord, il a pris sa veste. Chris est retourné chercher la veste à capuche qu'il avait quand il est arrivé au travail. On le voit quitter le magasin à la fin de son service par la porte d'entrée. Vous avez les images de la caméra extérieure?
On pouvait clairement voir une voiture parquée à l'entrée. On dirait que c'est une Honda noire. On voit la porte arrière côté trottoir qui s'ouvre et un homme avec une chemise jaune sortir du véhicule. Vous reconnaissez l'homme en jaune? Non? Ce qui m'a paru un peu bizarre, c'est que l'homme qui était assis à l'arrière est sorti pour céder sa place à Christopher. Est-ce que c'était pour le coincer dans le véhicule? Pour éviter qu'il puisse ouvrir la porte et sortir? Et qu'est-ce qui s'est passé après? Qui sont ces gens? Où sont-ils allés? Est-ce qu'on a un autre angle de la voiture? Sur la vidéo, on constate que le véhicule entre dans le parking de Walmart 90 minutes avant que Chris monte dedans. En général, si on peut identifier un véhicule, on peut identifier ses occupants. Zoomez. Mais à ce moment-là, tout ce qu'on a pu faire, c'est distinguer la plaque d'immatriculation et voir qu'elle était blanche. C'était donc une plaque du New Hampshire qu'on recherchait. Vous pouvez m'envoyer des photos de cette vidéo? Il fallait qu'on découvre qui ils étaient. Allô? L'inspecteur Potter m'a appelé pour me demander si une petite Honda de couleur sombre me disait quelque chose. Mais ça ne me disait rien du tout. Il m'a dit que Chris était monté dans cette voiture quand il a quitté Walmart ce soir-là. Merci pour votre appel. Au revoir. Je n'avais jamais été aussi angoissée de ma vie. C'était terrible de ne pas savoir où il était. Je n'imaginais pas ne plus le revoir et j'avais hâte qu'on le retrouve. L'inspecteur Potter sait à qui s'adresser au sujet de la mystérieuse Honda. Il se rend au département de police de Haverhill. J'ai imprimé les photos de la vidéosurveillance du magasin. J'espérais que si je montrais ces images à l'inspecteur Trott, un policier très expérimenté de la région, il pourrait me dire à qui appartenait le véhicule. Je suis content de vous revoir, inspecteur. Moi aussi. L'inspecteur Trott était très connu dans la communauté et il avait de très bonnes relations avec les habitants. Les images étaient floues, avec beaucoup de grains. Ça vous dit quelque chose? Je pensais l'avoir reconnu. Je crois, oui. Mais avant de me prononcer, je voulais voir une photo ou une vidéo de meilleure qualité. L'inspecteur Trott décide donc d'aller chez Walmart pour visionner les vidéos de la Honda. J'ai demandé l'autorisation de visionner la vidéo au directeur du magasin. Vous pouvez me montrer quand la Honda noire est arrivée? Zoomez. Il y a une bande rouge sur la carrosserie. J'ai constaté qu'il y avait un aileron à l'arrière et une bande rouge, ce qui était un signe très distinctif. C'est la voiture de Michael Robbie. J'ai reconnu la voiture de Michael Robbie. C'est un habitant de Haverhill. C'est un homme qui a déjà eu plusieurs démêlés avec la justice. Mais Michael Robbie était incarcéré à la prison du comté de Grafton pour un délit mineur. La question était donc de savoir qui conduisait la voiture de Michael Robbie. On a d'autres images de la Honda? On s'est attaqué à la lourde tâche de visionner des heures et des heures de vidéos. Soudain, on a vu la Honda noire arriver en sens inverse,
et s'arrêter devant l'entrée du magasin. Deux hommes sont sortis du véhicule et sont entrés dans le magasin Walmart. Suivez-les à l'intérieur. L'un des deux types était celui qu'on a vu sur la vidéo précédente. Il portait une veste jaune. J'ai identifié Timothy Smith. C'est quelqu'un que je connaissais de longue date. L'autre homme avec la casquette de baseball s'appelle Anthony Hove. J'avais de bonnes relations avec sa famille. Comme on n'est pas nombreux dans la région, on finit par connaître tout le monde. Je voulais voir davantage d'enregistrements vidéo, car je n'avais pas encore pu identifier le chauffeur du véhicule. On va tenter d'identifier le conducteur. C'est qui ? Une personne vêtue de gris et blanc est sortie par la porte côté chauffeur du véhicule. Mettez la caméra intérieure. Zoomé. La conductrice du véhicule était une employée de Walmart que j'ai reconnue. Elle s'appelle Amber Talbot. Quand j'ai vu qu'Amber Talbot était au volant du véhicule, ça m'a fait tilt, car c'était la petite amie de Michael Robbie. Sur les images, elle donnait l'impression de chercher quelqu'un. Remettez le passage où ils ont embarqué Chris. La dernière image qu'on a de Christopher Gray, c'est quand il quitte le parking de Walmart. Ce qu'il fallait déterminer ensuite, c'est où il l'avait conduit, où était allé ce véhicule. L'inspecteur Trott appelle l'inspecteur Potter pour lui communiquer les dernières informations. Bonjour. J'ai du nouveau. Je sais qui est le propriétaire du véhicule et j'ai identifié les 3 individus avec qui Christopher est parti. Après ça, l'inspecteur Wally m'a dit qu'il allait reprendre l'affaire parce qu'elle était dans son secteur de juridiction. Il allait utiliser les informations qu'il avait pu obtenir pour enquêter. Il commencerait par se rendre chez le propriétaire du véhicule. Timothy Smith et Anthony Hove vivaient dans le même lotissement que Michael Robbie et Amber Talbot. Je suis d'abord passé devant la propriété de la mère de Michael Robbie. Et quand je me suis approché de la maison de Michael et Amber, j'ai vu que la voiture n'était pas là. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et j'ai frappé à plusieurs reprises. Je n'entendais rien à l'intérieur. Personne n'a répondu. J'ai laissé une carte de visite dans l'entrebâillement de la porte et je suis reparti. J'étais sur le point de quitter les lieux quand j'ai vu une voiture arriver. J'ai reconnu un autre employé de chez Walmart. Je suis l'inspecteur Trott. Vous cherchez quelque chose ? Il m'a dit qu'il était inquiet car Christopher n'était pas venu travailler. Il a donc fait le trajet jusqu'ici car il savait que c'était un endroit où il pouvait se trouver.
Bien, on comprend votre inquiétude, mais on va prendre le relais. J'ai expliqué à l'employé qu'il était préférable qu'il n'entrave pas l'enquête de police. Quand il est parti, j'ai vu qu'il s'arrêtait devant la maison de la mère de Michael Robbie et qu'il parlait avec elle. Je suis donc allé les interrompre. Je vous ai demandé de partir, non? L'employé a quitté les lieux. Quand j'ai parlé à Kim Robbie, la mère de Michael, elle a mentionné Christopher Gray. Vous savez où est Chris? Elle m'a dit qu'un employé de chez Walmart, du nom de Christopher, avait des vues sur Amber Talbot, ce qui ne semblait pas être du goût de Timothy et Anthony. Elle les a entendus dire qu'ils allaient lui régler son compte. J'ai remarqué qu'elle semblait avoir peur. Et elle a ajouté « Oh mon Dieu, Wally, vous pensez qu'ils ont fait du mal à ce pauvre gamin? Eh bien, si vous voyez l'un d'entre eux, appelez-moi. » J'ai dit à Kim, si Timothy Smith, Anthony ou Amber reviennent, appelez-moi tout de suite. Elle m'a assuré qu'elle le ferait et je suis parti. Mais en chemin, j'avais encore en tête l'impression bizarre que Kim m'avait laissée quand elle m'avait parlé. J'avais un très mauvais pressentiment. J'ai fait en sorte de m'éloigner le moins possible de la maison. Je me faisais tout un tas de films sur ce qui avait pu arriver à Chris. Ce qui m'inquiétait le plus, c'est qu'il ne réalisait pas toujours quand les gens lui voulaient du mal. Il n'avait pas tous les codes. J'étais donc inquiète que quelqu'un ait pu profiter de sa vulnérabilité. Je savais qu'il n'était pas libre de ses mouvements, car il m'aurait appelé s'il avait pu le faire. Je me doutais que c'était très grave. J'étais vraiment très angoissée. Je suis retourné au poste de police et j'ai contacté l'inspecteur Potter de la police du Vermont. Attendez, il y a du nouveau. Je vous rappelle. J'avais reçu un message d'Amber Talbot. Elle avait appris que je la cherchais et que j'attendais son appel. Bonjour Amber, désolé, j'ai manqué votre appel. J'ai rappelé Amber et je lui ai demandé si on pouvait se rencontrer. Elle a accepté de venir me voir au poste de police. Je l'ai attendue à l'extérieur. Quand elle est arrivée, j'ai eu la surprise de voir qu'Anthony Hove l'accompagnait. Elle conduisait la Honda Civic noire de Michael Robbie. Bonjour Amber, merci d'être là. Je peux vous poser quelques questions à l'intérieur? Bien sûr, pas de problème. Inspecteur, je peux vous parler? Anthony m'a posé des questions étonnantes. Il m'a demandé si un mandat d'arrêt avait été délivré contre lui. Il semblait très nerveux, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Pouvez-vous attendre ici? Je lui ai dit pas à ma connaissance et que je le recevrais après avoir discuté avec Amber. Il m'a dit que ça lui convenait. L'agent Nate Hamilton était avec moi. On a signifié à Amber qu'elle n'était pas en état d'arrestation. Quand avez-vous vu votre collègue Christopher Gray pour la dernière fois? C'était lundi soir. Amber nous a raconté que Christopher lui avait demandé au travail quelques jours plus tôt si elle était d'accord pour le raccompagner en voiture. Donc vous l'avez raccompagné?
Elle a confirmé qu'elle l'avait raccompagné en compagnie d'Anthony Hove et de Timothy Smith. Ils l'avaient déposé à l'embranchement de Newbury, et c'est le dernier contact qu'ils avaient eu avec Christopher. Elle était formelle, c'était à l'embranchement de Newbury. Il a dit avec qui il avait rendez-vous? On était en train de terminer l'interrogatoire avec elle, interrogatoire plutôt bref. Merci. En fait, je me souviens... Et voilà qu'elle déclare qu'ils ont déposé Christopher devant une maison sur la route 5 à Newbury. Donc pas à l'embranchement de Newbury. Non. Quand on lui a demandé pourquoi elle ne nous avait pas dit ça dès le début, elle a répondu que c'est parce qu'elle ne savait pas où était l'embranchement de Newbury. C'était évident qu'on n'allait rien en tirer de plus. Merci d'être venu, Amber. À bientôt. Je l'ai raccompagnée à l'extérieur, où elle a retrouvé Anthony. Anthony a accepté de me suivre. Je l'ai conduit dans la salle d'interrogatoire. Je lui ai rappelé qu'il n'y avait aucune procédure engagée contre lui et qu'il n'était pas en état d'arrestation. Pouvez-vous me raconter la nuit du 6 octobre? On est allé chez Walmart. Chercher Chris. En route, ils ont fait un détour jusqu'à l'embranchement de Newbury où ils l'ont déposé. Vous en êtes certain à 100%? Anthony a demandé s'il pouvait me parler en tête-à-tête. L'agent Hamilton est donc sorti de la pièce. Je me suis penché vers Anthony et lui ai demandé, les yeux dans les yeux, « Anthony, qu'est-ce qui s'est passé? Pour quelle raison Chris est-il monté dans la voiture? » C'est Tim qui lui a proposé de monter dans la voiture et de venir faire un tour avec nous. J'ai vu qu'il était nerveux, il se tordait les mains. On l'a emmené chez Amber. Il s'est passé quoi là-bas? Moi, Tim, Smith et Chris, on est sortis de la voiture. Amber est restée à l'intérieur. Tim lui a dit d'aller un petit moment chez sa mère. Finalement, elle y a passé la nuit. Je suis rentré dans la maison et les autres m'ont suivi. Il évitait mon regard. Il regardait ses chaussures en l'air ou ailleurs chaque fois que je lui posais une question. Vous êtes rentré et il s'est passé quoi? Je suis sorti faire un feu de camp. 20 minutes plus tard, Tim est arrivé. Il semblait très en colère. Mais il ne disait pas un mot. Chris aussi était silencieux. Soudain, Tim s'est approché de lui et a commencé à le frapper avec un couteau. C'est à ce moment que Timothy Smith est entré en scène. Il est arrivé au poste de police. Pendant que j'étais en train d'auditionner Anthony Hove. C'est donc un autre inspecteur qui l'a pris en charge. Il l'a conduit dans une salle d'interrogatoire pour prendre sa déposition. Timothy a dit qu'Amber, Anthony et lui étaient allés chercher Christopher Gray chez Walmart vers 23h30 et qu'ils se sont rendus tous ensemble chez Amber et Michael Robbie. On a regardé un film et je suis allé me coucher. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, Chris était parti. Cette version des faits ne correspond pas du tout à celle d'Amber ni à celle d'Anthony. Mais Timothy n'en démord pas. Il refuse de donner davantage d'informations et finit par quitter le poste de police. Mais avant de partir, pour une raison mystérieuse, Timothy Smith interpelle l'agent Rob Martin. Je dois m'adresser à qui pour signaler un crime?
J'étais sur le point d'interroger Anthony Hove une seconde fois. Et comme il avait fait des aveux, je l'ai informé de ses droits Miranda. Il a dit qu'il renonçait à ses droits et qu'il était d'accord pour continuer à nous parler sans avocat. Décrivez-moi exactement ce que vous avez vu. J'ai vu Tim sortir un couteau de l'arrière de son pantalon et arriver derrière Chris. Il s'est jeté sur son dos, l'a étranglé avec son bras et l'a mis à terre. Puis, il a donné des coups de couteau. Il nous a dit qu'il l'avait poignardé avec 2 couteaux. Je lui ai demandé si lui aussi avait poignardé Christopher. Il a répondu par la négative. Qu'avez-vous vu après ça? J'ai vu Tim traîner le corps vers la berge. Il m'a dit « Allez, donne-moi un coup de main !» Et on a caché le corps derrière les fourrés. Et ensuite? J'ai couru dans la maison. Je me suis lavé les mains, car j'avais un peu de sang dessus. Puis je suis allé au salon et j'ai mis un film pour essayer de me changer les idées. Et D'accord. aujourd'hui, on a creusé un trou et on l'a enterré. Il a ajouté qu'on allait trouver ses empreintes digitales sur le couteau, ainsi que d'autres pièces à conviction, car il les avait touchées. Il les a nettoyées et il a déplacé le corps de Christopher Gray. Il allait y avoir plein d'indices qui prouvaient qu'il était impliqué. Mais il continuait à désigner Timothy Smith comme agresseur principal. C'est maintenant au tour de Timothy Smith d'être auditionné. Il a été conduit dans une salle d'interrogatoire. Je n'étais pas présent dans la pièce, mais j'écoutais et je voyais tout depuis une salle séparée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai conduit dans la maison. Il n'y avait que lui et moi et on s'est bagarré. On s'est d'abord battu à coups de poing. Puis on a lutté à terre et j'ai fini par le poignarder à plusieurs reprises. Vous l'avez poignardé avec quoi? Mon couteau. Il s'est passé quoi après cette bagarre? Je l'ai caché dans une grange pendant un jour pour que personne ne le trouve. Et qu'avez-vous fait du corps quand vous l'avez sorti de la grange? Je l'ai caché derrière la maison d'Amber. J'ai creusé un grand trou et je l'ai jeté dedans. D'accord. Vous avez fait ça quand? Aujourd'hui. Quand il est passé aux aveux, il a dit qu'il regrettait. Il a même proposé d'écrire une lettre d'excuse à la famille de Chris. La maison de Michael et Amber a ensuite été mise sous scellé et toutes les pièces à conviction potentielles ont été réquisitionnées. L'enquête et la recherche d'indices sur la scène de crime étaient sous la responsabilité de la police du New Hampshire. On a commencé par chercher les couteaux et ils ont été retrouvés tous deux aux endroits précis indiqués par Anthony Hove. On a sorti un premier couteau et des vêtements d'un puits qui se trouvait sur la propriété. Les vêtements étaient couverts de sang. Il avait dit aussi que l'autre couteau avait été caché dans la maison. On est entré et on est monté au grenier où on a trouvé l'arme blanche et des vêtements. On a aussi retrouvé l'emplacement du feu de camp où on voyait qu'on avait utilisé de l'eau et de la peinture pour tenter d'effacer les traces de sang qui étaient sur le sol. Selon les révélations d'Anthony, Timothy et lui ont placé le corps de Christopher Gray dans une brouette et l'ont poussé jusqu'à un trou peu profond qu'ils avaient creusé derrière la maison. Et c'est à cet emplacement qu'on a retrouvé la dépouille de la victime. Découvrir et déplacer le corps de quelqu'un qui a été tué
C'est très dur émotivement. Oui, mais c'est notre travail. Et le plus difficile, c'est quand il faut annoncer la nouvelle à la famille. Dès que j'ai vu les policiers, j'ai compris. J'ai compris qu'ils allaient m'annoncer une mauvaise nouvelle. Ils m'ont dit, Annie, il a été assassiné. Non. Je me sentais bien entendu responsable, car j'étais sa curatrice. J'étais censée veiller sur lui. Comment c'était possible et comment j'allais l'annoncer à sa famille? À la suite de leurs aveux et des preuves matérielles, Timothy Smith et Anthony Hove ont été inculpés de meurtre. Ce qu'il restait encore à déterminer, c'est la raison pour laquelle Christopher Gray avait été assassiné. L'inspecteur Trott cuisine Anthony pour tenter d'obtenir plus d'informations. Comment voyez-vous la relation entre Chris et Amber? Je crois qu'ils s'entendaient bien. J'ai pas vu d'animosité entre eux. Amber est rentrée à quelle heure? Je crois qu'elle est rentrée vers midi. Je l'ai entendu parler à son fiancé, Michael Robbie, qui l'a appelé depuis la prison. Bonjour. Vous pouvez me transmettre les enregistrements des appels entre Amber Talbot et Michael Robbie? Les inspecteurs mettent ainsi la main sur plus de 200 heures de conversations téléphoniques entre Amber et son fiancé Michael Robbie, qui est derrière les barreaux. Oui, c'est fait. Vraiment? Oui, Vraiment? oui. Dans une des conversations qu'on a obtenues, Amber fait référence au meurtre de Christopher. Ils ont tout nettoyé? Ils ont encore un truc à faire et c'est fini. Bien. Ils ont tué le gars. Bien. Cette conversation nous donne une idée de l'état d'esprit de ces deux personnes. L'écoute d'autres conversations téléphoniques que Michael Robbie a eues depuis la prison révèle qu'il a parlé avec ses amis de la possibilité de régler son compte à Chris quelques semaines avant les faits. Il est apparu clairement que Michael Robbie avait sollicité l'aide de ses deux copains et de sa petite amie Amber pour attirer Christopher Gray dans sa maison afin de lui infliger des blessures corporelles. Bonjour Amber, c'est l'inspecteur Trott. Vous pouvez venir à nouveau au poste de police? On lui a signalé qu'on avait de nouveaux éléments dans le dossier qui la concernaient directement et qui mettaient en évidence son implication directe dans ce crime. Je ne l'ai pas ramené chez nous. Chris est bien monté dans ma voiture, mais je l'ai déposé à l'embranchement de Newbury. De l'autre côté de la rue, il y a une maison sur la colline. Il est descendu une 50aine de mètres plus loin à droite. Amber, vous vous enfoncez et vous ne vous rendez pas service. Si vous ne dites pas la vérité maintenant, vous courez à votre perte. Je suis sérieux, Amber. Mais elle campait fermement sur ses positions. Les enquêteurs lui font alors écouter les enregistrements téléphoniques de la prison. Oui, c'est fait. Vraiment? Oui, Vraiment? oui. Ces enregistrements sont une preuve que vous étiez au courant du meurtre. C'est le moment de dire la vérité. Je peux parler à lui seul.
Oui, si vous voulez que je m'en aille, je m'en vais. Racontez-moi exactement ce qui s'est passé. On est allé à la maison. Ils m'ont dit de partir. Puis Tim m'a dit qu'il l'avait poignardé. Pourquoi ils l'ont tué? Je pense que c'est parce qu'il me courait après. Comment Michael prenait-il la chose? Il avait peur de me perdre et ça le rendait foudrage. Michael est un homme très possessif et jaloux. Le fait que Christopher Gray drague sa petite amie alors qu'il était incarcéré le mettait hors de lui. Cette colère l'a conduit à faire quoi? Je sais que Michael a dit qu'il fallait lui régler son compte. Tim a parlé de le tuer. Vous étiez au courant de ce qui se tramait? Tim me l'avait dit, oui. Qu'est-ce que vous a dit Tim? Qu'il allait le tuer. Et je lui ai dit de ne pas le faire. D'accord. Mais vous l'avez quand même emmené. Oui. Elle ne montrait aucun signe d'émotion ni de remords. Elle semblait même fière d'avoir joué les appâts. Elle avait clairement encouragé la chose. Selon moi, elle est une véritable incarnation de l'araignée veuve noire. Ça semblait évident que Michael Robbie avait orchestré ce crime depuis sa cellule. Amber Talbot et Michael Robbie ont été mis en cause. Et tous deux ont été accusés de complot en vue de commettre un meurtre. Timothy, Anthony et Amber ont plaidé coupables de meurtre au second degré et de complot en vue de commettre un meurtre. Comme il n'y a pas de preuves suffisantes pour dire que Michael Robbie a clairement demandé à ses amis de tuer Christopher, il bénéficie d'une peine plus légère. Michael Robbie plaide coupable de coups et blessures, de complot pour commettre des coups et blessures, de délit d'entrave et de complot pour délit d'entrave. Les inculpés ont planifié d'attirer Christopher Gray loin de Walmart et ils ont réussi leur coup. Il a suivi ses nouveaux amis qui lui proposaient de faire un feu de camp. Il leur a fait confiance et était heureux que des gens s'intéressent à lui. Quand ils arrivent sur place, Amber le dépose chez elle avec Timothy Smith et Anthony Howe. Puis elle s'en va chez sa mère, où elle attend que ça se passe. Il y a bien eu un feu de camp et les garçons ont bu de l'alcool. Christopher croyait qu'il allait faire un feu de camp avec des amis. Il réalise soudain qu'il est en danger et qu'il n'y a personne pour l'aider. Il est tout seul. J'imagine ce qu'il a dû penser, ressentir, vivre. Amber Talbot a été condamnée à une peine de 25 à 50 ans de prison. Timothy et Anthony ont pris 40 ans. Et Michael Robbie a été condamné de 20 à 40 ans de prison. Le mobile du crime est la jalousie du petit ami d'Amber. Il était tellement en colère qu'il a poussé ses amis à infliger des blessures à Christopher Gray, simplement parce que ce pauvre garçon innocent s'intéressait à sa copine. Chris était un jeune homme extraordinaire qui m'a beaucoup appris.
Je savais qu'il rencontrait des difficultés, qu'il y avait des barrières et des blocages dans sa vie, et que ça l'empêchait d'avoir ce que tout le monde obtient naturellement. Mais il était si fort qu'il a réussi à surmonter ces obstacles. Même dans les pires moments, quand il se sentait déprimé, il était plein de vitalité. Il a donné un sens à ma vie. Je le garderai pour toujours dans mon cœur. Et je sais qu'il veillera toujours sur moi.